Bienvenue dans cet entretien spécial sur Medi 1 TV, un entretien spécial au cours duquel nous allons parler de la situation au Mali, mais aussi dans le Sahel et bien évidemment de la coopération entre le Maroc et le Mali. Des relations entre Rabat et Bamako qui sont fortes et qui se renforcent comme cela donc a été une nouvelle fois souligné à l'occasion de la visite de plusieurs jours au Maroc de son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le chef de la diplomatie malienne qui est avec nous sur le plateau de Medi 1 TV et que nous avons le plaisir de recevoir. Bonjour, Excellence. Bonjour Omar. Alors, vous effectuez une visite au Maroc, une visite de plusieurs jours. Tout d'abord, quelles ont été vos premières impressions? Qu'avez-vous constaté ici au Maroc que vous avez vu et que vous avez eu à parcourir à travers plusieurs régions? Comme vous le savez, Omar, je suis ici comme porteur de message de son Excellence le président Assimi Goïta, président de la transition du Mali et chef de l'État, qui m'a dépêché auprès de son frère, Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour lui porter un message de fraternité, de solidarité, d'amitié entre nos deux pays et aussi exprimer sa disponibilité de tout faire pour renforcer cette coopération. Et nous sommes ici un pays ami, en terre africaine, et nous remercions Sa Majesté et l'ensemble des autorités marocaines pour l'hospitalité généreuse qui nous a été accordée, mais aussi vraiment de pouvoir être le témoin de tous les progrès importants qui se produisent au Royaume du Maroc. Nous avons pris le TGV aujourd'hui pour venir de Rabat à Tanger. Nous avons pu voir un peu les progrès importants qui ont été faits pour le développement de ce pays et nous voulons vraiment venir pour davantage informer les autorités marocaines aussi des développements en cours au Mali, pouvoir bénéficier de leur compréhension et de leur appui, ce dont nous avons été assurés. Alors ça, je rappelle que vous êtes un diplomate chevronné, vous avez été l'ambassadeur du Mali aux États-Unis, vous avez aussi été à l'Union africaine en tant que, dans la commission de l'Union africaine, en tant que chef de cabinet du président de la commission de l'Union africaine. Vous connaissez le continent. Aujourd'hui, si vous voyez les pas importants que le Maroc a accomplis en termes de développement, notamment en termes d'infrastructures, pensez-vous que c'est duplicable facilement dans les autres pays africains s'il y a une coopération entre pays africains? Absolument, c'est possible. Je crois que la première denrée, c'est d'abord avoir la paix et la stabilité, ce dont le bon Dieu a gratifié le Royaume du Maroc, mais aussi il y a beaucoup de dynamisme, d'ingéniosité et beaucoup d'investissements importants qui ont été faits dans ce pays, de savoir-faire. Nous apprécions vraiment le dynamisme des entrepreneurs marocains qui ne sont pas seulement qu'au Maroc, qui investissent dans beaucoup de pays. Et le Mali se réjouit aujourd'hui d'être un des pays destinataires de ces investissements marocains, notamment dans le secteur bancaire, dans le secteur des télécoms, dans le secteur de la santé. Donc toutes ces données sont là pour montrer que le Maroc peut être un exemple de pays africain, même face à des difficultés, qui se transforment, qui s'industrialisent, qui investit aussi dans les nouvelles technologies, l'énergie renouvelable. Je crois que l'exemple du Maroc peut être une grande source d'inspiration et pour nos pays, parce que le Maroc aussi est essentiellement une puissance africaine. Elle se tourne vers le continent, elle investit sur le continent, elle essaie aussi de tirer les autres pays dans le cadre de la solidarité, mais aussi de ce qu'on appelle en anglais, en tout cas le win-win. Coopération gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, d'égal à égal. Coopération donc gagnant-gagnant, d'égal à égal. Alors, plusieurs chantiers, pas seulement sur le plan des infrastructures, mais aussi un exemple de construction sur le modèle démocratique. Le Maroc vient d'organiser des élections générales et des élections donc de la représentativité au niveau du Parlement. Que vous inspirent ces élections que le Maroc vient d'organiser et qui s'est déroulé, en tout cas ce scrutin qui s'est déroulé de façon, a été salué. En tout cas, vous du Mali, comment voyez-vous et quelle est votre appréciation de cette situation? Vu du Mali et vu les difficultés que nous-mêmes nous traversons après ces soubresauts que nous avons connus par rapport à notre processus démocratique, c'est une grande source d'inspiration. Ça renforce la crédibilité du Maroc en tant que modèle démocratique, ça renforce la stabilité. Ces élections se sont passées sans aucune contestation, avec une alternance politique, en tout cas l'émergence de nouvelles forces politiques. Et nous espérons pouvoir aussi nous inspirer de ce modèle de climat politique apaisé
Je voudrais vraiment remercier aussi, féliciter l'ensemble des autorités marocaines et avec la désignation de Aziz Akhannouch comme Premier ministre et lui souhaiter bonne chance. Et nous souhaitons que cette avancée démocratique enregistrée au Maroc lui permettra aussi de pouvoir consolider sa position économique sur le continent. Donc Aziz Akhannouch qui a été nommé donc chef du gouvernement marocain. Alors, une autre question que on vous a entendu faire des déclarations là-dessus, c'est la question du Sahara marocain. À ce propos-là, qu'est-ce que vous avez à dire au public qui nous écoute, à l'Afrique qui nous regarde? Je sais que la question du Sahara est une question sensible, une question importante pour beaucoup de Marocains. Nous y sommes extrêmement sensibles et que cette question s'inscrit aussi dans le cadre des liens étroits que nous avons toujours entretenus avec le Maroc, des liens extrêmement anciens, des liens fondés sur la géographie, sur la culture, sur les liens religieux et là, beaucoup d'ordre. Mais comme je l'ai indiqué lors de ma visite ici, que la position du Mali est essentiellement une position de principe qui lui-même s'inscrit dans le cadre de l'adhésion pleine et entière du Mali au processus en cours au niveau des Nations Unies et que nous espérons que ce processus puisse déboucher sur un règlement pacifique, juste, durable et avec vraiment un processus aussi qui soit acceptable pour l'ensemble des parties. Et nous avons donné l'assurance, en tout cas, que le Mali n'entreprendra rien qui puisse porter atteinte aux intérêts fondamentaux du Royaume du Maroc. Et notre démarche s'inscrit dans le cadre. Le Mali a toujours œuvré pour le dialogue, pour l'entente entre les pays africains, pour justement régler nos différends dans le cadre du dialogue pour permettre vraiment à chaque pays de pouvoir nous concentrer sur l'essentiel, c'est de donner des opportunités à nos jeunes gens, de renforcer notre poids sur le continent et permettre à l'Afrique de parler d'une seule voix. Alors, on voit qu'aujourd'hui, sur le plan international, presque une grande partie des pays membres de l'ONU reconnaissent soit la majorité, la marocanité du Sahara, ou bien en tout cas se positionnent de façon extrêmement favorable, notamment sur le plan ou l'initiative d'autonomie, qui a donc été initiée par le Maroc. On a vu les États-Unis reconnaître la marocanité du Sahara. Pour ce qui est du Mali, quel regard portez-vous sur cette initiative d'autonomie? Nous, ce que nous souhaitons, c'est que les parties en conflit puissent trouver un accord dans le cadre du processus onusien et qu'un consensus puisse se dégager. Le Mali soutient l'ensemble de ces efforts et le Mali œuvrera toujours pour qu'une solution durable puisse être trouvée, une solution qui permette à nos peuples de regarder dans la même direction. Regarder dans la même direction. D'ailleurs, le retour du Maroc à l'Union africaine a fortement permis de donner plus de cohésion et de force donc à l'action des États africains au niveau continental. Cela nous pousse à aller au Mali, en tout cas pour parler de la situation. La situation aujourd'hui que vit le Mali, certains parlent d'une crise multidimensionnelle. Comment va le Mali aujourd'hui? Parce qu'en Afrique de l'Ouest, le Mali fait partie de ces pays qu'on aime, ces pays qui sont connus pour leur hospitalité, leur stabilité et qui brillent par leur talent de ces artistes, de ces sportifs et de ces hommes politiques. Mais ces dernières années, la situation en tout cas semble difficile à maîtriser. Comment va le Mali, monsieur le ministre? Le Mali va dans des situations qui sont difficiles. Dans l'histoire d'une nation, je crois qu'il y a des hauts et des bas. Le Mali a été, il y a quelques années, un modèle de démocratie. Le Mali a été aussi une source d'inspiration sur le plan historique, culturel. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. La situation au Mali, c'est vrai, il y a des questions sous-jacentes et profondes qui relèvent peut-être des questions de gouvernance, des questions de pauvreté, des questions de redistribution des richesses, des questions de gestion de l'espace, d'inclusion de beaucoup de nos frères et sœurs au nord. Mais ce qui est en train de se passer au Mali est surtout la conséquence de l'intervention de l'OTAN en Libye, qui, de notre point de vue, en tout cas humblement, n'a pas été bien pensée, n'a pas été suffisamment bien exécutée. Et comme le disait un chef d'État, le service après-vente n'a pas été assuré, ce qui a permis à des groupes armés ou terroristes d'envahir le nord du Mali en 2012. Ce qui a fondamentalement, ce qu'on appelle en anglais, it was a game changer. Ça a changé la donne. Ça a complètement changé la donne. Et aujourd'hui, depuis, nous cherchons à nous relever. Nous cherchons à nous relever. Et il y a beaucoup de réponses. Il y a certainement aujourd'hui des groupes terroristes parmi les plus actifs
au nord du Mali, Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais aussi l'État, ceux qui se disent État islamique, entre guillemets, parce Daesh. que je pense qu'ils n'ont rien d'islamique, qui opèrent aussi dans le nord du Mali. Et aujourd'hui, la crise au Mali, elle est profonde, parce que nous faisons face à une juxtaposition de crises. Crise sécuritaire d'abord, avec cette situation de lutte contre le terrorisme, mais aussi qui s'est transformée un peu dans le centre du pays en termes de conflits intercommunautaires entre des communautés qui ont vécu en toute intelligence pendant tout le temps, et s'est métastasé pratiquement dans beaucoup d'autres localités du pays et jusqu'à atteindre des pays voisins. Aujourd'hui, même la Côte d'Ivoire, le Ghana, des pays du Golfe de Guinée ne sont pas épargnés. Donc, mais maintenant, ce qui semble important, c'est qu'il faut, pour répondre à cette crise, il faut voir sur le plan sécuritaire d'abord comment renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Je crois que je tiens à leur rendre hommage. Ce n'est pas toujours reconnu et salué comme il se doit, mais nos hommes et femmes qui sont sur le terrain sont montés en puissance de façon importante ces dernières années. Autrefois, les gens rigolaient beaucoup quand l'armée malienne était en opération. Ils étaient toujours battus en retraite. Aujourd'hui, ils sont à l'offensive, ils anticipent. On enregistre des pertes importantes. Il y a quelques jours, on a perdu 16 de nos soldats. Donc, ils sont vraiment là. Je tiens à leur rendre hommage et vraiment reconnaître que la première réponse, c'est vraiment comment renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Mais la réponse ne peut pas être que militaire. C'est une question aujourd'hui trop importante pour qu'on la laisse uniquement entre les mains des militaires. Il faut regarder aussi les questions de gouvernance. Comment nos sociétés sont organisées, comment nos communautés participent à la gestion de leurs affaires. Elle est aussi économique. Comment pouvoir donner des opportunités à nos jeunes gens. Quand vous prenez des localités comme Tombouctou ou Gao, l'économie est essentiellement criminelle. Parce que si je suis un jeune homme qui vit dans ces localités, les seuls qui viennent m'offrir des services, c'est soit des narcotrafiquants, soit des terroristes. Aujourd'hui, il faut qu'on inverse cette tendance pour créer des opportunités économiques pour nos jeunes gens, pour qu'ils évitent d'aller se jeter dans la Méditerranée, mais qu'ils choisissent. Donc, je crois que l'approche ne peut être que holistique, sécuritaire, développement, question de gouvernance, mais regardez l'ensemble de ces données ensemble. Donc, c'est à ça aujourd'hui que le gouvernement du Mali est en train de travailler pour que nos amis, nos partenaires comprennent aussi qu'aujourd'hui, la question est complexe et que le Mali a une position stratégique extrêmement sensible, que les efforts qui sont en train d'être faits par les autorités maliennes vont bénéficier nécessairement à l'ensemble de la région, parce que si l'État malien s'écroule, les conséquences seront inimaginables pour nos voisins et même au-delà. Alors, vous avez évoqué une réponse multiforme, multidimensionnelle à cette crise multidimensionnelle. Justement, la transition qui est au Mali depuis plusieurs mois maintenant, quelles sont les réponses de cette transition à ces problèmes du Mali ? Encore une fois, les réponses apportées par le gouvernement de transition sont des réponses aussi multidimensionnelles, multiformes. Le plan d'action du gouvernement qui a été adopté, validé par le Conseil national de transition, qui est l'organe législatif transitoire, est décliné en 4 axes majeurs qui touchent l'ensemble de ces questions. Le premier axe, c'est la question de sécurité. Comment apporter la sécurité et préserver les biens et les personnes sur l'ensemble du territoire national. C'est la préoccupation numéro 1 de l'ensemble des Maliens. Comment aussi avancer sur les réformes politiques et institutionnelles indispensables pour consolider la démocratie au niveau de notre pays. Ça, il y a des pistes importantes, révision de la Constitution, mise en place d'un organe unique chargé de la gestion des élections. Donc, ce paquet-là est extrêmement important qu'il ne faut pas passer sous silence. Le premier axe concerne l'organisation d'élections transparentes, crédibles, accepté par l'ensemble des acteurs. Et enfin, le dernier concerne les questions de gouvernance, lutte contre la corruption et réduction du train de vie de l'État. Nous pensons que la transition avec un temps qui est réduit, mais aussi avec une concentration de nos priorités, si aussi nos partenaires acceptent de nous écouter et de nous permettre de travailler dans ce cadre, je suis certain que nous allons laisser un État malien avec une base suffisamment solide aux autorités qui viendront, des autorités élues qui viendront à l'issue du processus de transition. Alors, vous avez évoqué un point, en tout cas, qui, je ne dirais pas fait polémique, mais qui revient sur les lèvres de toutes les personnes qui s'expriment sur le Mali, à savoir cette durée de la transition, l'organisation des élections.
On a entendu pas mal de déclarations du gouvernement malien et de réactions de la communauté internationale. À ce propos, que pouvez-vous dire en tant que gouvernement malien? Nous sommes partis pour une transition de 18 mois et ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et ce processus de transition devait nous conduire à l'organisation d'élections le 27 février 2022. Entre-temps, il y a eu beaucoup de soubresauts, il y a eu certainement énormément de retard. Et au mois de mai, vous avez suivi un peu les soubresauts qui ont résulté de dysfonctionnements au sommet de l'État, avec le changement de leadership. Tout ça, ça a sérieusement perturbé le déroulement normal des élections. Mais malgré cela, le président Assimi Goïta a décidé de maintenir le calendrier des élections pour montrer sa bonne foi et souhaiter que même les 9 mois qui nous restaient à l'époque, en juin, à Ouamé, pour conclure la transition, qu'on allait pouvoir les juger sur le terrain. Comme il le dit, c'est le terrain qui détermine la mission. Donc, à l'évaluation de ça, on va déterminer. Donc, nous sommes dans ce processus. On s'est rendu, quand le gouvernement a été mis en place, la première difficulté, c'était le front social. Il y avait des syndicats qui étaient en grève illimitée ici et là, quand l'autre gouvernement d'ailleurs quittait le pouvoir. Donc il y avait cette question qu'il fallait régler pour pouvoir permettre d'avoir une accalmie sur le front social. Parce que les grèves des syndicats ont un impact négatif même sur la conduite des opérations militaires. Donc ça a été la première tâche, ça nous a pris quelques temps. Ensuite, le gouvernement s'est attaché à créer un dialogue avec l'ensemble des acteurs politiques pour pouvoir expliquer, comprendre, susciter un consensus. Et ensuite, on s'est engagé maintenant par rapport à l'organisation des élections. Aujourd'hui, l'organe unique chargé des élections, il y a des avancées par rapport à ça. Le Premier ministre a chargé le ministre en charge de la refondation de pouvoir travailler à mettre en place une table ronde et puis dessiner les termes de référence aussi des assises nationales de la fondation, de la refondation. Donc ces activités sont en marche. Mais on se rend compte que la tâche est difficile. Difficile parce que l'un des premiers problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que, bon, j'ai parlé d'évolution sur le champ politique, mais aussi sur le champ sécuritaire. Il y a une évolution majeure que nous n'avions pas prévue au moment où nous avions ce calendrier. C'était vraiment le départ de la force Barkhane, quelle que soit l'appellation qu'on nous donne. On nous a dit au début que c'est la fin de l'opération Barkhane. Ensuite, on nous a dit que c'est une réadaptation. Ensuite, on nous a dit que c'est une réduction. Quoi qu'il en soit, on va vers une diminution de cet engagement et ça fait que des zones comme Tombouctou, Kidal et Tessalit, il y a des emprises là-bas qui seront libérées. Il y a le risque de créer un vide sécuritaire que l'État malien doit combler. Mais au moment où nous faisions nos plans, l'objectif essentiel de l'État par rapport à la sécurisation des élections, c'était de s'assurer de Kaï jusqu'à Mopti, qu'on puisse assurer un minimum de sécurité. Mopti étant l'épicentre des conflits intercommunautaires, ça nécessitait un investissement important. Donc l'essentiel de notre dispositif sécuritaire devait se déployer dans cette zone. Maintenant, avec ce départ, ou en tout cas ce désengagement, quels que soient les qualificatifs, il y a un recalibrage que l'État doit faire. Il faut trouver des hommes, il faut soit à travers le processus de DDR, soit à travers d'autres mécanismes. Donc ces difficultés sont là, qui vont nécessiter qu'on puisse s'asseoir et regarder. Mais le gouvernement veut éviter de s'asseoir comme on a fait aussi la première fois, de venir avec un scénario théorique, de dire que oui, bon, on ne peut pas faire ceci, il nous faut tel nombre de temps. C'est pourquoi il a été décidé qu'on puisse donner la voix aux Maliens. La voix de nos partenaires est importante, mais le plus important pour nous, c'est ce que les Maliens veulent, c'est ce que les Maliens décideront. Donc par rapport à ça, il y aura des assises nationales qui vont décider, au-delà des réformes à mener, quel est le calendrier possible pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Ce que nous demandons, c'est que nos partenaires permettent aux Maliens de se parler et de se forger une solution et qu'eux, ils viennent en soutien à cela. Il y a des difficultés. Nous souhaitons vraiment qu'on ait un dialogue sur ces difficultés et non vraiment de se cramponner sur des dates fétiches qui sont immuables. Alors, je vous cite, vous étiez aux côtés de votre homologue marocain, vous avez dit que le Maroc fait partie de ces pays qui ont une lecture les plus réalistes de la situation au Mali. Ce qui va nous permettre de parler des relations bilatérales entre le Maroc et le Mali. Vous êtes en visite, comme je l'ai dit, ici au Maroc. Quel enseignement tirer de ce partenariat entre le Maroc et le Mali?
Bon, avant d'arriver peut-être à l'enseignement, il est important de comprendre aussi, même ma mission se situe aussi dans le cadre du fait que le Mali aujourd'hui, à travers notre diplomatie, nous voulons être davantage à l'offensive, aller voir nos frères, aller voir nos amis, leur expliquer la situation pour qu'ils puissent vraiment être en soutien. Et par rapport à cela, la position du Maroc est très claire, elle est très constructive et elle souhaite justement que la parole soit donnée aux Maliens pour trouver une solution qui nous permette d'aller de l'avant. Dans ce cadre-là, nous saluons vraiment cette position et nous souhaitons que la communauté internationale écoute aussi et suive un peu l'option marocaine. Nous espérons aussi que le Maroc va nous aider aussi avec les autres partenaires pour pouvoir vraiment qu'il puisse dégager un espace de dialogue avec nous. Maintenant, la coopération avec le Maroc, elle est multiforme, elle est diverse, elle est très dynamique. Et nous saluons l'implication du Maroc au Mali, les investissements dans les secteurs clés, comme je l'ai dit, des télécoms, les secteurs des finances, parce que je me rappelle que depuis que nous étions étudiants, le Maroc, à l'appel d'un de nos chefs d'État, est venu en soutien au Mali pour restructurer la Banque de développement du Mali, et qui aujourd'hui est toujours là, qui est un fleuron et qui est une des meilleures banques en termes de performance au Mali. Et aujourd'hui aussi, le Maroc est présent dans le secteur des télécoms et beaucoup d'autres secteurs. Et nous pensons que tout ça, c'est vraiment des éléments importants aujourd'hui pour montrer que même sur le plan aussi agroalimentaire, nous voyons beaucoup de camions marocains qui viennent avec des fruits et légumes au niveau du Mali. Donc, il y a une coopération vraiment très dynamique, très dense, et nous apprécions ce dynamisme économique et nous souhaitons qu'il puisse se renforcer. Alors justement, vous avez évoqué le cas des camionneurs marocains. Vous savez, quand on parle de cette route, cela nous rappelle la transsaharienne à l'époque de Tombouctou. De Zagora du Maroc jusqu'à Tombouctou au Mali, on faisait 52 jours pour ce voyage à dos de chameau. Aujourd'hui, c'est des voyages routiers, déplacements routiers. On a vu récemment, le 11 septembre, une attaque qui a visé des camionneurs marocains. Aujourd'hui, certains exportateurs et transporteurs sont plutôt réticents à descendre sur le terrain. Quelles assurances pouvez-vous leur faire? Permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire des 2 ressortissants marocains qui ont perdu la vie lors de ces incidents tragiques. Je présente mes condoléances au gouvernement du Maroc et aussi aux familles des victimes. Mais aussi pour dire que le terrorisme ne connaît pas de nationalité, malheureusement. Et que nous-mêmes, ces incidents existent souvent dans nos pays, ça frappe de façon indiscriminée, ça perturbe l'activité économique. Ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas que ce type d'incident puisse décourager les hommes d'affaires, les Marocains qui veulent aller au Mali, parce que justement ces actions sont perpétrées pour encore approfondir la crise. Ce sont des ennemis de la paix, ce sont des ennemis du développement. Donc nous devons continuer. Ce que nous, on peut faire en tant que gouvernement, et puis dès le début, le président Assimi Goïta et le Premier ministre ont donné des instructions très claires au ministre en charge de tout mettre en œuvre pour pouvoir traquer et trouver ces personnes et les traduire devant la justice. Et de façon générale, il y a des moyens importants qui sont déployés pour la sécurisation de ces couloirs. Donc nous souhaitons aussi que dans le cadre de la coopération sécuritaire, des pays comme le Maroc et d'autres puissent travailler avec nous pour renforcer justement les capacités de nos forces de défense et de sécurité. Le risque zéro n'existe nulle part. Il y a des attaques à Paris, il y a des attaques à New York ou ailleurs, mais travaillons à les minimiser, étant conscients. Justement, nous saluons le Maroc aussi, ou les Marocains qui prennent ces risques avec nous. Et nous souhaitons vraiment qu'ils ne soient pas mis dans ces situations-là. Peut-être une dernière question. Vous êtes au Maroc, vous avez dit que vous étiez venu porteur d'un message du président Assimi Goïta au roi Mohamed VI. En tant que chef de la diplomatie malienne, si vous aviez un dernier message à adresser au public marocain et africain qui nous regarde, quel serait ce message-là? Ce message, c'est d'abord, encore une fois, pour l'ensemble de nos pays, de travailler à renforcer notre solidarité, de travailler à renforcer l'entente entre nos pays, de nous écouter, de travailler ensemble pour pouvoir trouver des solutions, pour promouvoir le développement économique. Aujourd'hui, les Maliens et les Marocains sont des amis. Nous devons pouvoir renforcer ce travail. Nous devons faire en sorte que ce que le Maroc a pu enregistrer comme résultat économique probant
sur le terrain puisse aussi être partagé avec les autres pays africains, ce qui est en train de se faire. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, le Maroc peut regarder l'avenir avec espoir. Il y a des développements importants ici, mais nous devons tous travailler à renforcer la paix et la stabilité, qui est la première denrée pour nos pays. Ne permettons pas à des acteurs extérieurs de venir nous opposer les uns aux autres. Je crois qu'il faut que nous travaillions ensemble. D'ailleurs, nos peuples, depuis les temps immémoriaux, ont toujours été ensemble. Allons au-delà de la politique, permettons à nos populations de développer leur génie créateur, de travailler ensemble, de se marier, de faire des affaires ensemble, mais aussi de regarder l'Afrique. Le Mali a été, avec le président Modibo Keïta, membre du groupe de Casablanca. Il y a des liens étroits. Les pères fondateurs de l'Union africaine. Absolument. Disons de l'OIA à l'époque qui est devenue l'Union africaine. L'Union africaine. Et depuis, l'engagement panafricain du Mali n'a jamais été démenti, comme celui du Maroc aussi. Le Mali, depuis cette période à aujourd'hui, dans toutes les constitutions, le Mali a maintenu une disposition importante que le Mali est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour la réalisation de l'unité africaine. Nous restons dans cet état d'esprit et nous voulons pouvoir travailler aussi avec le Maroc sous la sage direction du président Assimi Goïta et de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour la vision et l'engagement qu'ils ont de pouvoir marcher sur les sillons qui ont été tracés depuis le roi Mohamed V jusqu'à aujourd'hui notre génération qui a la responsabilité de ne pas laisser tomber ce bâton, de pouvoir l'amener aussi à des hauteurs beaucoup plus élevées. Merci beaucoup Abdoulaye Diop d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le chef de la diplomatie malienne, donc ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Merci Omar. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne suite de programme sur Média TV.